Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On parle de justice réparatrice et je vous ai posé la question, est-ce que vous seriez capable de pardonner à l'agresseur d'un de vos proches, à quelqu'un qui est passé à travers la justice pénale traditionnelle, qui a fait son temps, comme on dit, et qui, au sortir de sa peine de prison, veut vous rencontrer. Est-ce que vous imaginez être dans la même pièce que cette personne-là? Pour nous en parler, 1-877-827-2346, vous pouvez me joindre aussi par texto en faisant le 187 Cube Radio. Il y a Claude qui écrit « Je crois que la justice réparatrice, ça dépend du crime et de l'attitude du criminel. » Évidemment, il fait référence à un récent drame qui a été traité en justice. C'est le cas de Mohamed Al-Balouz. Vous savez, ce père, l'assassin de Cynthia... Bon, son nom de famille m'échappe malheureusement. Là, vous vous souvenez de l'histoire, les deux petits garçons là, qui ont été assassinés, la mère aussi. Bussière, pardon, voilà. Et ça, c'est terrible. Et là, Mohamed Al-Balouz, qui voulait se faire traiter comme une femme, a sous-entendu que, en fait, sa victime était la criminelle. Bref, une histoire d'horreur qu'on a eu l'occasion de traiter avant les fêtes. Il y a beaucoup de gens qui disent, Mike, entre autres, qui dit merci d'élargir ma vision tunnel. Il y a un peu de misère à considérer que parfois certaines personnes sont réhabilitables. Il y a Daniel qui dit, c'est curieux, on parle toujours de payer sa dette à la société alors que la victime est une personne. C'est pas la société, mais c'est une personne. Payer sa dette devrait vouloir dire rembourser les frais d'incarcération. C'est vrai que ça coûte cher tout ça, mais ça fait partie de notre processus. Et souvent, il déplore que souvent un condamné écope d'une peine, il paye rien, ni à la victime, ni à la société, puis parfois il sort, puis il recommence. Alors, il y a ce sentiment, vous voyez, vous êtes nombreux à réagir à ce sujet-là, et c'est vrai que ça crée parfois beaucoup d'incompréhension. Je vous le disais tout à l'heure, on a vu aussi au fil des ans une certaine souplesse dans la gestion des peines pour toutes sortes de raisons. On en parle avec Chantal Cadieux, qui vient de nous proposer une nouvelle série qui s'intitule Mea Culpa, où il est question de justice réparatrice. C'est vraiment au cœur de cette nouvelle fiction-là. Et avec nous, un invité qui, lui, est au cœur de ce principe, de cette approche de justice réparatrice, c'est-à-dire la médiation sociale. Il travaille à Equijustice. Il est directeur. Luc Simard, merci beaucoup d'être là. Je sais que Chantal et vous connaissez parce que Chantal Cadieux, vous l'avez consulté, Luc, pour nourrir... Petite anecdote. Ouais. Moi, dans ma recherche sur le sujet, tout à coup, je vois le documentaire qui est Quand punir ne suffit pas, de Madame Loisard. Et je vois Luc dans ce documentaire, et moi, je me dis, écoute, c'est mon personnage, c'est lui. Et je veux le rencontrer, et dans le cadre de la recherche, pour trouver quelqu'un à qui je pourrais parler, on m'avait parlé de quelqu'un, et qui n'a pas pu finalement me rencontrer, et on me dit, on a trouvé quelqu'un. Et j'arrive sur les lieux chez Equijustice et je suis devant Luc et j'ai l'impression ben voyons donc, comment ça que c'est lui que je voulais voir. Alors, il a été tellement d'une grande gentillesse. Puis aussi, il comprend que je fais de la fiction, puis il sait que des fois, ben on va déroger un peu. Puis, mais en tout cas, bref, je veux le remercier publiquement. C'est le fun, je peux le remercier publiquement. Il est là en plus. Pour que fait que Luc, vous êtes Mélissa Desormeaux-Poulain. Oui! C'est ça. Elle dit que je suis son personnage, mais elle a quand même choisi Mélissa. Oui, quand même. Bon. Je vais tenter de pas le prendre personnel. Mais on a Sacha Charles aussi, qui est vrai. Le collègue, qui est Sylvain, donc qui est Sacha Charles. Fait que vous êtes un peu tous ces personnages. Voilà. Parlez-moi d'Equijustice. Luc, vous êtes médiateur. Vous dirigez cet organisme à but non lucratif. C'est un réseau, hein? Voilà. Un peu partout au Québec. Votre travail au quotidien, ça ressemble à quoi? Moi, je suis pas le directeur général de l'organisation, c'est Marie-Ève Lamoureux. Oui. Je suis directeur de la médiation sociale. Donc, mon travail à moi consiste à soutenir le développement de la pratique de la médiation sociale à travers le Québec, parce qu'on est un réseau de 23 organisations à travers le Québec. Et quand on dit médiation sociale? Ben, c'est un concept qui regroupe l'ensemble des pratiques de médiation en dehors du judiciaire, dans notre vocable à nous, dans nos pratiques à nous, parce qu'on a aussi des pratiques à l'intérieur de l'appareil de justice, en justice pour mineurs et en justice pour adultes aussi. Mais moi, je m'occupe de tout le volet, que ce soit de la médiation citoyenne,
Donc, des citoyens qui acceptent de s'investir auprès de d'autres citoyens pour les accompagner dans la gestion des situations conflictuelles qu'ils vivent. On parle de problèmes de voisinage, on parle de problèmes avec un employeur, ça peut être de l'intrafamilial, ça peut être, tout ce genre de situations, maltraitance et tout. Mais on fait aussi ce qu'on appelle la médiation spécialisée qui se rapproche davantage de la série Mea Culpa, où là, on agit en médiation dans des situations de crimes graves, de violences intimes, de violences conjugales. Oui. Vous en voyez beaucoup des cas là, où ça vient de qui? C'est le criminel qui sort, qui a purgé sa peine, qui dit « Moi, j'aimerais ça, parler à ma victime, lui dire justement mea culpa, sincèrement, qui veut vraiment avoir cette conversation. » En médiation spécialisée, l'année dernière, on a eu autour, si je me trompe pas, de 130 demandes. C'est quand même... c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est donc dire qu'il y a et c'est de plus en plus demandé. C'est donc dire qu'il y a de plus en plus de gens qui envisagent de mettre en place ces processus-là, ces espaces-là d'échange pour gérer une dimension de ce qui s'est passé entre eux. Et ça vient des anciens agresseurs ou ça vient des victimes, vous diriez? Dans ce contexte-là, le service qu'on offre vient, si je me trompe pas, plus souvent des personnes qui se disent victimes dans la démarche. Mais j'ai aussi été médiateur pour les services correctionnels Canada dans les crimes graves, et là, c'était partagé. 50% des demandes étaient initiées par des contrevenants et 50%, ou à peu près, par des personnes victimes. J'ai une très bonne question d'un auditeur. Il dit, la définition de pardonner, c'est... Puis je ne l'ai pas vérifié, mais je suis surprise de cette définition-là, mais ça dit, c'est faire comme si rien n'était arrivé. C'est bizarre, j'avais pas l'impression que c'était la vraie définition. Je vais aller vérifier dans le dictionnaire. Mais bref, l'auditeur dit, est-ce qu'on peut guérir d'un traumatisme si on fait comme si ça n'était jamais arrivé? Je pense que le but, c'est pas de dire c'est pas arrivé, justement. Au contraire. Non, c'est de dire c'est arrivé. Et maintenant que c'est arrivé, on fait quoi avec ça? C'est un peu ça, Luc. Oui, l'idée que à part le fait de purger une peine, punir la personne, après ça, le drame reste là tout le temps, finalement. Tout à fait. Bien sûr. Il s'efface jamais. Je pense pas. Je suis pas de ceux qui ont vécu ce type de drame-là, heureusement. Mais effectivement, je pense pas que ça s'efface. Mais est-ce que vous avez jamais eu à pardonner personne? Sans aller dans le drame. Il me semble que tout le monde doit faire... On a tout le temps plein d'occasions, des fois, de dire, je vais y pardonner. Oui, mais pardonner, écoutez... Et pardonner, j'ai la définition. Pendant que vous pensez à vos... Ça dit, accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur, pardonner une offense. Ça, c'est le Larousse qui nous dit ça. Fait qu'il n'y a pas de notion de... On fait comme si c'était jamais arrivé, là. Non, pas du tout. Mais vous avez sans doute déjà eu à faire ça. Tout le monde, non? Oui, absolument. Mais des fois, je dis que le pardon, c'est pas quelque chose qu'on va donner dans une démarche comme ça, c'est quelque chose qu'on va chercher. Donc, c'est quelque chose qui est parfois plus personnel à soi. Donc, on a besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va partager à l'autre. Bon, écoutez, là, on tombe dans le spirituel. Non, là, on tombe dans le cœur de l'enjeu parce que c'est ça, parce que ce que vous venez de la dire, la phrase, on dit... On pardonne parce que ça nous permet de tourner la page puis d'avancer. Quand on dit tourner la page, c'est juste de ne pas continuer dans le drame, parce que des fois, il y a des gens qui le portent, Chantal Cadieux, il y a des gens qui portent les drames pendant toute une vie, là. Oui, ils portent leur drame toute une vie. Moi, je pense pas qu'on oublie. Je pense qu'on essaie de mieux vivre avec ça. C'est ça. Donc, moi, le pardon, j'ai de la misère avec ça. Je vais vous le dire honnêtement, avec ce concept-là de pardon. C'est étrange, parce que j'ai écrit Mea Culpa, puis tout le monde me parle de pardon. Mais pour moi, c'est pas une finalité. Pour certaines personnes, de dire « j'ai pardonné », ce mot-là, ça leur fait du bien, ou ils se sentent mieux, peut-être comme une meilleure personne aussi, en se disant « je suis capable de pardonner, de tourner la page ». Mais pour moi, c'est pas ça. C'est au contraire d'assumer, de le voir. Je pense que les victimes, ça peut faire du bien d'entendre « écoute, je regrette ce que je t'ai fait, j'oublie pas ce que je t'ai fait, si c'était à refaire, je le ferais pas ». C'était pas toi personnellement que je visais. C'est arrivé dans une bagarre. J'ai frappé ton père, je l'ai tué, mais c'était pas mon intention. Ce genre d'affaires-là, de révélations-là, moi je pense que ça peut aider une victime à avancer. Puis moi j'ai lu là, parfois dans des jugements qui ont été rendus dans la presse, je voyais des jugements rendus et des juges qui vont se permettre de dire ceci serait un bon cas pour la justice réparatrice. Puis je trouve ça
fantastique parce que je me dis, oui, c'est vrai, il faut punir puis il faut réaliser ce qu'on a fait. Tu as fait du tort, ben écoute, tu vas, payer. Je comprenais tantôt le commentaire du monsieur qui nous dit, ben tu payes pas la victime. Ben il y a parfois, hein, quand même, quand on porte une plainte au civil, on peut obtenir des sous, on peut obtenir réparation. Mais moi, je pense, en tout cas, Luc, corrige-moi, mais dans la justice réparatrice, c'est pas une réparation financière ou de dire, c'est un dialogue entre deux personnes que tout oppose, puis on essaie juste de trouver une zone, une fenêtre où on va se poser des questions, se dire des choses dans un lieu sécurisé. Ça a été très préparé, cette rencontre-là. Ça se fait pas, là, c'est comme je disais, en fiction, on va un petit peu plus vite, là, mais c'est très bien préparé. Puis il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi, ça fait 6 ans que je suis en démarche et j'ai toujours pas rencontré mon agresseur. J'y arrive pas encore. Je veux le faire, mais j'y arrive pas. » Pourquoi? Ah, parce que la personne n'arrive pas, c'est ça. Ça brasse des émotions. Parce que tout à coup, j'ai vécu une grossesse, j'ai eu mon enfant, je veux mettre ça de côté pendant quelques années. Je recommence. C'est ça qui est beau, hein, Luc, parce que vous accueillez les gens à leur rythme. Il n'y a pas un horaire, là, de dire il faut que tu sois rendu là à telle date. On peut commencer, on peut tout à coup réaliser que ça brasse trop de choses, retourner en thérapie, revenir et ça dit le mot thérapie, Chantal, j'allais le dire un peu, Luc, j'ai l'impression que ça fait partie d'un espèce de processus, ça fait partie d'un processus thérapeutique dont l'issue, c'est de se sentir mieux puis d'essayer de... Il y a quelqu'un qui écrit pour sa paix d'esprit, là, Julie qui dit, j'ai lu quelque part qu'il faut pardonner non pour l'autre, mais pour notre propre paix d'esprit. Puis je trouve que c'est très bien dit. Oui. La première chose qu'on doit dire, je pense, c'est qu'il faut dissocier le pardon et le processus de justice réparatrice. C'est deux choses. C'est-à-dire que très rarement, ça m'est arrivé dans ma pratique que des gens nomment le pardon comme étant une partie intégrante de leur démarche. Donc, puis si jamais ils le faisaient, je pense qu'il faudrait voir avec elles d'abord qu'est-ce qu'elles entendent par là. Parce que là, on a vu une définition, mais chacun peut avoir sa propre définition de ce que c'est que le pardon. Donc, je pense qu'il faut éviter, parce qu'il y a des gens qui vont dans ces processus-là, par exemple, pour mettre un terme à une relation. Bien, vous dites le pardon, ça me fait penser à ce fameux documentaire il y a plusieurs années là, qui revenait sur l'histoire. Moi, cette histoire-là m'a frappée parce que j'avais quasiment l'âge des victimes. C'était en 79, deux ados qui sont sur le pont Jacques-Cartier. Ils reviennent d'un spectacle à l'île Sainte-Hélène. Ils croisent la route de deux agresseurs, deux sauvages épouvantables. La jeune fille est agressée devant les yeux de son petit ami. Les deux corps sont passés par-dessus le parapet du pont. Et je vous fais l'histoire courte. Au terme, ils sont en prison. Tout ça. Et finalement, dans la scène finale de ce documentaire-là, ce qu'on voit, c'est ça se passe au pénitencier de Port-Cartier. Puis là, on voit les parents de Chantal Dupont, la jeune fille, qui prennent dans leurs bras Normand Guérin, qui est un des deux agresseurs. Lui, il est ému et les parents disent « C'est le plus beau jour de notre vie, on lui a pardonné ». Évidemment, ils sont ultra religieux. Moi, je ne juge pas ça, là. Je veux juste le dire, je ne juge pas ça, mais je ne comprends pas ça. Je le comprends pas. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Moi, je voudrais le... Mais comme je lui souhaiterais le pire encore, vous comprenez? Mais ça, c'est moi. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes comme moi, je pense, là-dessus. Comprenez? Et je trouve qu'il y a des... Ça, c'est du pardon, là, dans l'affaire la plus judéo-chrétienne possible. Puis bon, il y a la sœur de Chantal qui est rentrée chez les... Enfin, ça a comme fucké la famille. Tu peux pas rester... Ta vie prend une autre trajectoire parce que ta route a croisé celle de criminel. Et il y a quelqu'un qui écrit, là, j'aimerais entendre Pierre-Hugues Boisvenu là-dessus. Bien, on a téléphoné à Pierre-Hugues Boisvenu, quelqu'un que je connais très bien, qu'on a souvent à l'émission. Et Pierre-Hugues disait qu'il était mal à l'aise à parler de ce sujet-là parce que, et là, il pensait à sa fille Julie, qui a été assassinée. Il dit, ça serait à Julie de décider si elle veut pardonner ou pas. Je suis indifférent face à la justice réparatrice, même méfiant. Et c'est important quand même, ça. Comment vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, moi, avec beaucoup de respect. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ces processus-là, ils peuvent exister si les gens en manifestent le besoin, le désir, viennent nous rencontrer. Et dans une première étape, il y a un espace d'échange pour faire le point sur l'ensemble de la situation, les torts qu'ils ont subis, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place et voir dans quelle mesure ce processus-là pourrait répondre à leurs
leurs attentes. Exact. Alors, on force personne. Absolument pas, de part et d'autre. Ouais. Est-ce que ça marche? Oui. Sur les 130, mettons, l'année passée, vous avez dit 130. Il y en a combien, mettons? Je sais pas, parce que c'est en cours de route, c'est difficile. Si on calcule, si on fait des statistiques, par exemple, avec la finalité du processus, il s'en fait pas tant que ça, des médiations, mais il s'en fait quand même. Parce qu'il y a plein de conditions, des embûches qui, en cours de route, peuvent rendre le processus plus long, plus difficile. Il y a des gens qui approchent les processus, comme Chantal nommait, qui décident de prendre une pause parce que c'est trop envahissant pour eux. Ou nous, on va les inviter à le faire. On va mettre le processus un peu sur le bas-côté, le temps qu'on sécurise certaines dimensions pour pouvoir approcher ce processus-là. Mais j'imagine que le fait de vous en parler à vous, que la victime en parle à un médiateur comme vous, ça doit faire partie aussi de ce processus. Puis peut-être que la finalité de rencontrer la personne qui a commis le geste, le crime, peut-être que ça devient moins important. Absolument. Oui, je pense que oui. Le processus est aussi important, souvent que la finalité. Je me souviens d'avoir accompagné une femme qui avait été victime d'inceste. Puis la rencontre avec son agresseur n'a jamais eu lieu. Mais la démarche qu'elle a fait avec moi, qui suis un homme, et qu'elle a accepté de faire avec moi, parce que je lui avais dit, écoutez, si ça vous pose un problème que je sois un homme, il n'y a pas de souci. J'ai des collègues de travail, des femmes qui sont extraordinaires et qui vont pouvoir vous accompagner. Puis elle m'avait dit, merci de me l'offrir, je vais y songer. Elle me revient ensuite, puis elle m'a dit, écoute, on se tutoyait à l'époque, elle dit, écoute, je vais continuer avec toi parce que j'aurais le sentiment qu'il gagne encore une fois. Donc, on a continué ensemble et tranquillement, pas vite, elle a accepté de laisser un homme entrer dans son espace privé. Parce qu'elle avait une femme médecin, une avocate, bon. Vous comprenez, elle était entourée. Ben non, c'est sûr. Exactement. Et là, avec moi, tout à coup... Mais j'allais vous dire, Luc, on vous veut comme ami. Moi, je comprends Chantal. Vous êtes fin, là. Moi, c'est comme si moi, je me lève le matin puis je suis crinquée. Puis vous me calmez. Vous voulez pas rester jusqu'à la fin du show? Oui. Non, mais je comprends que les gens s'ouvrent à vous. Mais je suis pas toujours comme ça. Vous n'êtes pas toujours comme ça. Non, c'est ce qu'on... Il doit être toujours comme ça, Chantal. Chantal, merci, Luc, en terminant. Allez-y, Chantal Cadieux, on termine. On veut ça. Mais moi, je veux quand même souligner que, justement, l'angle de la série, ça dit que c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des crimes qui sont impardonnables, pour reprendre le mot qui tient à cœur. Là. Jamais, écoute, personnellement, jamais je pardonnerais à quelqu'un qui tue mon enfant. Je peux pas m'imaginer ça non plus. Non. Mais peut-être que, sans aller jusqu'à « je te pardonne, c'est le plus beau jour de ma vie », il y a un espace, là. Il y a un espace à dire, parce qu'ils se retrouvent en liberté. On fait quoi avec eux autres? On fait quoi? Moi, je fais quoi comme victime si je croise sur la rue celui qui a tué mon enfant? Comment je me sens? Est-ce que je peux aller au-devant de ça puis rencontrer la personne? Est-ce que c'est possible? Puis je sais, parce que j'ai rencontré comme Luc, là, des gens tellement professionnels et je veux dire, il me fera pas rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais être en danger. Ben non, donc, je me dis, tout ça, en tout cas pour moi, c'est une belle avenue, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Et pour moi, le pardon n'est vraiment pas une finalité. Vous allez le voir dans la série. Puis je pense que le personnage de Lisanne, là, je pense que tu vas pouvoir t'identifier à Lisanne, Isabelle. Oui, j'ai très hâte. En tout cas, je suis accro, c'est sûr. J'ai quelqu'un qui dit qu'il a vécu quelque chose dans sa famille. Le pardon, pour moi, ça n'a pas été d'oublier ce que l'autre a fait. Ça a été d'être en paix avec ce qui est arrivé pour pouvoir avancer. C'est une belle conclusion. Merci infiniment, Chantal. Oui. Chantal Cadieux, autrice, scénariste. Elle est derrière cette nouvelle série que je vous recommande chaleureusement, Mea Culpa, qui est présentée à Radio-Canada. Merci beaucoup, Luc Simard, directeur de la médiation sociale à Équijustice. On t'arrête ici, très courte pause. On revient tout de suite après. On va parler d'histoire et de territoire américain. Vous savez qu'on a cette espèce d'idée là, qui nous vient de Donald Trump, peut-être d'annexer le Canada. Oh my God. Écoute, tu le dis, Jean-François, qui dit proposition farfelue, s'il en est une, c'est bien celle-là. On en parle tout de suite après parce qu'il y a des choses intéressantes quand même, vous allez en prendre.